pour commencer, on va un peu dresser le contexte et essayer de comprendre un peu ce que c'est cette loi sécurité. Donc, Sophie, est-ce que tu pourrais nous dire comment le gouvernement justifie la nécessité d'une loi? Alors, je crois que c'est projet de loi, pas projet de loi, tu nous diras. Comment il justifie, dans le contexte d'avoir le gouvernement, de faire cette loi au niveau du gouvernement maintenant? Et qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport aux dispositions législatives qu'il y a déjà existantes? Donc, dis-nous. Euh, Ça, c'est censé être une proposition de loi. Donc normalement, ça veut dire que ça a été proposé par les parlementaires. Et effectivement, le 20 octobre, ça a été proposé par des parlementaires. Mais quand on creuse un peu la question, on s'aperçoit qu'il y a un décret de 2018 qui a nommé en fait deux parlementaires afin de faire un rapport au gouvernement sur le continuum de sécurité. Et on voit aussi dans le cadre des débats parlementaires que les rapporteurs ne répondent pas en fait aux questions et s'en remettent à l'avis du gouvernement. Donc effectivement, on peut parler d'un projet de loi déguisé. Pourquoi il s'est déguisé? Parce que quand on viole la procédure en fait de l'Assemblée nationale, eh bien, ça permet au gouvernement d'éviter d'avoir une étude d'impact, qui est une étude qui est censée regarder quel est l'effet de la loi et en exposer les motifs. Et deuxième chose, ça évite d'avoir l'avis du Conseil d'État avis du Conseil d'État qui pointe de manière préliminaire, on va dire, les difficultés relatives aux grands principes existants dans l'état de droit. Donc, effectivement, on a une fausse proposition de loi qui a été passée en urgence et qui a été votée en une semaine et qui comporte plusieurs dispositions. Donc, il y en a une très, j'allais dire, très mise en avant et dont nous parlerons, je pense, un peu plus tard, On parlera un peu tout à l'heure, ouais. les personnes, ouais, les SNJ, etc. Il y a plusieurs dispositions en fait dans ce texte qui posent souci. Les premières séries de dispositions sont relatives en fait à un meilleur encadrement des sociétés privées, c'est-à-dire des agences de sécurité privées. Donc c'est censé être un meilleur encadrement, c'est-à-dire que sont interdits de pouvoir être agréés dans ces sociétés des personnes qui auraient commis des meurtres, des viols, des crimes. Donc on ne demande pas de casier vierge, hein, mais il y a quand même une liste en fait des infractions pénales interdites et on essaye de limiter la sous-traitance, mais on ne l'interdit pas. Donc pourquoi est-ce qu'on renforce tout ça? Parce qu'il y a un petit article à la fin qui dit que sous 18 mois, il y aura un rapport fait par le gouvernement pour en fait voir l'utilité de tout ça. Pour savoir ce qui se passe, on est obligé d'aller chercher dans le livre blanc publié par le ministère de l'Intérieur sur son site le 16 novembre et qui explique qu'on va confier aux agences de sécurité privée des armes non létales, c'est-à-dire taser et LBD 40. Les armes qui sont très bien connues par le mouvement des Gilets jaunes et par des gens dans les quartiers populaires, entre autres, quoi. Oui, et par les étudiants aussi, hein, puisque les étudiants qui ont été tasés lors des violences à la fac de droit de Montpellier et n'ont pas été protégés par les agents de sécurité privés qui étaient là. Donc ça, c'est un premier volet. Et ce qui est très pernicieux, en fait, c'est que la loi augmente en fait le contrôle sur ces agences de sécurité privée sans indiquer ce qu'on voit dans le livre blanc, à savoir que l'idée, c'est de les armer avec des armes de guerre, puisque je rappelle que le LBD 40, si c'est une arme non létale, a une classification réglementaire d'armes de guerre. Deuxième point, c'est la question de la mise en place des caméras aéroportées, plus connues sous le nom de drones. Donc la difficulté, c'est qu'actuellement, quand on veut placer une caméra de vidéosurveillance, donc si c'est une caméra fixe, qui donc ne peut filmer qu'un angle de la rue, il faut justifier de l'utilité et de la proportionnalité de la mesure, puisque l'ensemble de la jurisprudence, que ce soit du Conseil d'État ou l'ensemble, l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme, etc., considère que c'est très intrusif dans la vie privée. Vous vous baladez dans la rue et donc une caméra va vous surveiller. Là, la mise en place de caméras aéroportées qui vont donc pouvoir circuler dans toutes les rues, filmer tout le monde, passer par-dessus les clôtures des jardins et filmer dans votre salle à manger. Alors, le gouvernement dit qu'il n'utilisera pas les images, hein, il ne les regardera pas. Faut lui faire confiance. Sympa. Mais donc, ce fait sans aucune condition. C'est-à-dire que les conditions qu'on met pour une caméra fixe ne sont pas posées pour les caméras aéroportées, les drones. Et donc, dernier point, vas-y. Et dernier point, police nationale et police municipale pourront porter donc, des caméras de vidéosurveillance en ventrale. Donc ça existe déjà. Simplement, le débat précédemment avait été qu'il ne pouvait pas y avoir d'utilisation et d'analyse des données en temps réel pour plusieurs motifs, et notamment parce que la police
quand elle filme, peut orienter la caméra. Et donc, si on lui laisse la capacité d'utiliser et d'analyser en temps réel les données, ça peut lui permettre de préconstituer des preuves selon l'angle de vue dans lequel elle va filmer. Là, la loi permet l'analyse en temps réel des données. Et là aussi, si on rapporte au livre blanc, ça implique la reconnaissance faciale, mais pas que. Et c'est là où on voit les joies des découvertes de la nouvelle technologie. Donc, il y a aussi dans le livre blanc la reconnaissance biométrique, les empreintes digitales de manière plus fine, et également la reconnaissance par l'odeur, et donc la possibilité en fait de reconnaître les personnes recherchées par l'odeur. D'accord, et donc ça a l'air assez chouette tout ça. Et ça Magnifique. fait envie, et je pense que ça fait beaucoup envie à la LDH que tu représentes, Jean-Jacques, et c'est ce nouveau projet de loi. Tu parles d'Orwell pour décrire cette loi. En fait, on pourrait penser que ce qui est en train de se réaliser, c'est effectivement 1984 en acte. Et je voudrais juste faire une citation pour les Montpelliérains qui ont pu avoir accès au Monde daté de demain. Ils verront une interview de Patrice Spinozzi, qui est avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et qui est le conseil habituel de la Ligue des droits de l'homme. Voilà ce qu'il a dit. Nous construisons avec toutes ces lois sécuritaires les outils de notre asservissement de demain. Et il poursuit, en 2022, tout candidat populiste à la Trump aura à sa disposition tous les outils juridiques lui permettant de surveiller la population et de contrôler ses opposants politiques. Donc voilà où on en est. Et comme l'a dit tout à l'heure Sophie, tout ça s'inscrit dans un schéma qui est effectivement le livre blanc de la sécurité intérieure, qui existe tous les 10 ans. Tous les 10 ans, c'est mis en place. Par conséquent, les gouvernements passent, mais l'État, lui, il reste. Et l'actuel donc, livre blanc eh bien, a été mis en place déjà pour les travaux préparatoires par M. Castaner l'année dernière. Et comme l'a rappelé Sophie, il vient d'être mis en place maintenant. Et il donne les marges à venir jusqu'en 2030. Jusqu'en 2030 pour 10 ans. Et effectivement, le but notamment, c'est que le budget de la sécurité arrive à 1% du PNB. Par conséquent, il y a une volonté de mettre en place un système sécuritaire et ce qu'on dit également, un continuum de sécurité. C'est-à-dire qu'au-delà du ministère de l'Intérieur, il va y avoir des liens vers la justice, vers l'armée, vers l'éducation nationale, vers les exécutifs en province. C'est un tout. Et donc, c'est ce tout qui doit nous alerter et que nous combattons. Et c'est la raison pour laquelle, comme l'a indiqué tout à l'heure Sophie, il y a ce collectif, sur lequel on reviendra, qui regroupe à la fois des associations, des organisations et des individus pour faire en sorte que cette loi ne passe pas. Alors cette loi qui donc a été votée le mardi dernier, on a eu un son de la manifestation de samedi de la députée de l'Hérault, Muriel Ressiguet, qui va nous expliquer un peu comment s'est passé les débats et les votes de cette loi au niveau de l'Assemblée nationale. Juste pour dire un petit peu sur quoi on va parler. Donc là, on parle du contexte. Après, on va parler de ce qui touche pleinement les journalistes. Et à chaque fois, donc, les gens qui nous écoutent peuvent en direct sur le chat de notre chaîne poser des questions. Donc n'hésitez pas. Il y a Justine et Christelle qui sont là pour nous donner les questions juste dans la suite. Alors, on va écouter le son lorsque Jean-Jacques l'aura mis et on y va. Ah, c'est les aléas du direct. Ça arrive même aux grandes télés. Non, mais c'est Jean-Jacques, il faut enlever tes gants. Merci. Le débat était très violent. Il y a une violence, il y a une arrogance aussi en face. On sent aussi le manque d'arguments. Il n'y a pas un débat honnête intellectuellement où on pourrait dire voilà, oui, nous on pense que la doctrine qu'on appliquait dans les quartiers de répression, de confrontation, il faut maintenant la généraliser. Ils ne l'assument pas. Donc à partir du moment où ce n'est pas assumé, c'est compliqué de discuter. On est renvoyé nous sans cesse au statut de gauchiste et de gens qui n'aiment pas la police. Donc c'est compliqué d'instaurer un débat sain. En commission des lois, il y a eu des arguments aussi de la part de députés En Marche qui disaient mais voilà, cet amendement ou cette partie du texte, il faut qu'on la vote parce que la police la demande. Et quelle police ? Parce qu'on a vu qu'il y avait des syndicats de police, je pense notamment à la CGT, qui ne demandaient pas cette loi, qui disaient que la loi déjà était suffisante
et qui demandaient, eux, des moyens, mais autre chose. Alors le calendrier, là hier ça s'est fini à 6h du matin et le vote global sur le texte aura lieu mardi, après les questions au gouvernement. Après ça va partir au Sénat et après soit le Sénat va le voter, ce qui est possible. C'est pour ça que c'est intéressant aujourd'hui de voir les gens mobilisés. J'espère que je n'ai pas encore vu ce qui s'est passé en France, j'espère que c'est le cas partout. Et après, soit ça revient en commission mixte paritaire, c'est-à-dire moitié député, moitié sénateur, qui essaye de s'arranger sur le texte. Et à ce moment-là, c'est voté, mais juste sur le texte global. Soit il y a une deuxième lecture et la bataille continue. C'est intéressant aussi de voir qu'ils sont toujours dans une logique, et notamment pour cette loi, de procédure accélérée, de la faire passer en urgence. Pourquoi ils font ça? Pour qu'on n'ait pas le temps de débattre et pour qu'on n'ait pas le temps d'organiser aussi des mobilisations. Donc c'est un vrai combat à la fois démocratique et qui est vraiment profond et qui a du sens sur les libertés individuelles, sur les libertés collectives et sur le sens aussi et la manière dont on pratique la démocratie. Donc on voit que le gouvernement a le souci aussi de faire vivre le débat démocratique au sein des institutions et de l'Assemblée nationale. Et donc, qui dit débat démocratique dit aussi journalistes et médias. On va un peu parler de ce fameux article 24. Donc Jean-Marie Digne, donc, tu es journaliste à Alter Midi et tu es membre de la coordination nationale du SNJ-CGT. Qu'est-ce qui fait que dans ce mouvement, de nombreux journalistes se sont mobilisés pour condamner, dénoncer et se battre contre cette loi? Très clairement, si on se situe en tant que journaliste, c'est une façon de faire en sorte qu'on ne puisse pas exercer notre métier. Après, ce que je pense important de préciser quand même, parce que la question du journaliste, il ne faut pas la limiter simplement justement à une dimension qui peut être corporatiste. Il faut bien comprendre que quand par exemple un journaliste est violenté dans une manifestation, il y a une double peine quelque part. D'une part, il est violenté physiquement en tant que personne et en tant que professionnel journaliste. Et d'autre part, il faut quand même se rappeler que le journaliste a une vocation qui est celle de diffuser de l'information. Et là, on passe sur un deuxième niveau. C'est-à-dire que ce qui est violenté aussi, c'est la capacité de diffuser de l'information. Et ça, c'est très important, je pense, dans le débat d'aujourd'hui, de ne pas limiter simplement la problématique, comme on l'a fait beaucoup autour de l'article 24, mais de voir l'horizon que représente cette loi. Et comme disait Sophie Mazas au départ, elle est votée dans un cadre d'état d'urgence, elle est votée dans une procédure accélérée. Et ce que disait la députée tout à l'heure, et qui est très important aussi à retenir, c'est la dimension politique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la question de la violence. Évidemment qu'elle est à combattre au niveau individuel, mais la violence est avant tout politique. Et c'est ça qui est important de comprendre pour l'ensemble des citoyens. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de défendre simplement notre métier, on défend la démocratie. Et cette démocratie, tous les membres de notre société en font partie. D'accord. Et donc, l'article 24, exactement, est-ce que, soit Cathy, soit Guy, est-ce que vous pouvez nous le présenter un peu? Alors, s'il est retiré, on va en discuter, ça posera quand même problème, cette loi, mais est-ce qu'au moins vous pouvez nous le décrire avant que le gouvernement, ça sera peut-être son seul geste, l'édulcore ou le retire? Il a déjà essayé de l'amender en partie, mais c'était encore plus incompréhensible que la première fois. Donc, en fait, voilà, l'article 24 prévoit que... De toute façon, il n'est pas clair, cet article. Hein, mais donc, il prévoit que la personne qui diffuse dans le but de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique, donc qui diffuse l'image d'un représentant des forces de l'ordre, peut être puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Voilà. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est que, bon, déjà, je me répète, l'article n'est pas très clair. Après, ils ont rajouté quelques lignes là, pour dire que, en fait, parce que cet article apparaît dans la loi du 29 juillet 1881
qui est quand même la loi sur la liberté de la presse. Donc c'est un très mauvais signe. Donc ils ont rappelé dans quelques lignes que non, ils continuaient à respecter la loi de 1881, qu'ils maintenaient il n'y avait pas de souci pour les journalistes, mais en fait, l'article d'après dit à peu près le contraire, parce que c'est très mal écrit. Et la conséquence pour les journalistes, c'est que nous, ce qu'on craint, c'est qu'au final, il y ait de l'autocensure, si vous voulez. C'est que, en plus, un journaliste, lui, il prend des images. Mettons, il y a une manifestation. Bon, il fait des images des manifestants. Il va voir aussi les policiers. En fait, il doit aller. Il n'a pas une seule vision. Il faut qu'il ait des avis contraires, il a des vérifications à faire. Et en fait, là, on va l'empêcher de faire son métier. Après, on va se retrouver. On pourra plus. Nous, les journalistes, on considère qu'on ne pourra plus faire notre métier. Et en plus, ce qu'on craint, c'est l'autocensure. Et je veux juste préciser que tous les syndicats, donc que ce soit la CGT ou le SNJ, avaient déjà saisi le Conseil d'État sur le schéma national de maintien de l'ordre, qui était sorti en septembre. Tout à fait. Et pourquoi vous l'avez saisi alors ? On l'a saisi parce que déjà, il était précisé que, par exemple, le commandant de police décide de disperser la manifestation, le journaliste doit partir aussi. Mais c'est pas possible, si vous voulez. Nous, on est là pour voir ce qui se passe. Donc là, on nous interdit vraiment de faire notre métier. Et alors, nous, je sais que les journalistes, nous n'avons pas été retenus là, parce que c'était dans la procédure, c'était en référé, c'est ça ? En référé, donc Comment ? Ouais. Ouais. Donc voilà, mais donc pour l'instant, en urgence, ça n'a pas été retenu. Donc après, ça va sur le fond, quoi. Mais déjà sur le schéma national de maintien de l'ordre, il y avait déjà un gros souci, quoi. Alors dans les textes, dans les propos du gouvernement, il parle de vrais journalistes, où il y a des vrais, des faux journalistes. Est-ce que Guy, tu pourrais, par rapport à ça, comment vous voyez la chose, vous, au niveau des journalistes, de cette distinction entre, c'est un peu comme les bons et les mauvais chasseurs, ou est-ce qu'il y a les vrais, les faux journalistes ? Non, je crois pas que je crois que tout c'est vraiment imbriqué. En plus, là, pour le coup, la liberté d'information, c'est la liberté d'information qui est relayée par les journalistes, mais aussi par les citoyens. La liberté d'information concerne tout le monde, notamment les journalistes, mais pas seulement. Ça, c'est un premier point. Ensuite, faire le tri entre bons journalistes, mauvais journalistes, ça, je ne saurais pas le faire parce que c'est impossible, je pense. L'idée qui est sous-jacente à ça, c'est essayer de dire qu'il y a des journalistes encartés, d'autres qui ne le sont pas. C'est avoir une vision un petit peu artificielle des choses et de la réalité. Il y a des journalistes qui n'ont pas de carte et qui font un travail de journaliste qui est remarquable et remarqué, et puis qui revendiquent parfois le fait de ne pas vouloir de carte de journaliste. Et parallèlement, il y a des journalistes encartés qui... moi, quand je vais sur le terrain, on ne m'a jamais demandé une carte de journaliste. On ne m'en a pas demandé. Je l'ai au cas où, si c'est nécessaire, mais j'en ai pas besoin dans la couverture. Si on parle par exemple du conflit, pas du conflit, mais du mouvement des Gilets jaunes, j'ai couvert pas mal de manifestations. À aucun moment j'ai eu besoin de sortir ma carte de journaliste pour me protéger ou justifier ma présence. Voilà. Peut-être Jean-Marie, tu voulais rajouter quelque chose ? Un point de vue sur ce débat. La question, actuellement, le gouvernement est clairement en train de faire le tri entre les gens qui ont une carte de journaliste professionnel et ceux qui ne l'ont pas, avec des conséquences qui peuvent être dramatiques pour ceux qui ne l'ont pas. Il faut rappeler quand même que l'obtention de la carte de journaliste professionnel est liée au fait qu'on soit rémunéré à plus de 50% de ce qu'on perçoit par un organe de presse. Donc là, il faut distinguer sur cette mesure très précise la question de la fonction du journaliste de celle de sa reconnaissance professionnelle. La question de la fonction du journaliste, c'est en France et dans beaucoup de pays dans le monde, on peut être journaliste sans avoir de carte professionnelle. Donc on peut se retrouver... La question des journalistes qui sont notamment au front, et on l'a vu beaucoup en 2019 avec la question des Gilets jaunes, ce sont des gens qui vont au front, qui prennent les informations
il y a un vrai débat au sein de la profession, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire non plus que tout le monde est journaliste, parce que si tout le monde est journaliste, il n'y a plus de journalistes. Personne n'est journaliste. Cependant, lorsqu'il y a un vrai travail qui est réalisé, il y a, je dirais, la vieille garde et la nouvelle garde dans le débat au sein de la profession. La vieille garde, elle défend des choses qui sont tout à fait respectables, c'est-à-dire la façon dont on peut faire notre métier, hiérarchiser l'information, la vérifier, etc. Elle a raison. Mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a des gens qui nous emmènent des informations sans lesquelles nous n'aurions pas ces informations. Et ces informations-là, ça fait partie des nouvelles fonctions du journaliste. Il faut savoir aussi que ces journalistes-là souffrent d'une double précarité, d'une double violence, la violence des matraques policières et la violence sociale. Parce que pour la plupart de ce monde-là, justement, ils ne peuvent pas justifier de leurs revenus parce qu'ils gagnent que dalle et qu'ils prennent tous les risques. Donc il y a un vrai débat pour intégrer cette nouvelle dimension du journalisme au sein de notre profession, et c'est pas évident. Alors, trouver des informations, donner des images, il y a le rôle, on va en parler avec Sophie et Jean-Jacques des observateurs, mais là on voulait vous faire écouter juste une petite vidéo sur 3 affaires qui nous ont paru assez emblématiques, alors les images sont dures, hein, c'est des images un peu rudes à voir, surtout les derniers plans, mais où grâce à des téléphones portables de citoyens, de citoyennes qui étaient dans des mobilisations, qui étaient dans la rue et qui ont filmé ce qu'ils trouvaient inadmissible de voir et pour le faire connaître, eh ben, on a pu connaître 3 affaires qui ont quand même été relativement importantes en France ces derniers mois. Putain, sans déconner quoi, mais c'est n'importe quoi. Appelez le pompier là, appelez le pompier. Regardez, elle fait une crise. Elle fait une crise, appelez le pompier. Appelez les pompiers. Appelez les pompiers. Donc là, on a des images qui sont très dures, avec des affaires qui sont sorties uniquement grâce à des gens qui ont fait les observateurs, qui étaient là, qui ont pris des images, qui ont filmé avec leur téléphone portable. Et visiblement, c'est ça aussi que cette loi sécurité globale veut interdire, les observations des manifestations ou des agissements des forces publiques dans l'espace public. Est-ce que Sophie ou Jean-Jacques, vous pouvez nous en parler, puisque je sais que vous occupez aussi des observateurs des manifestations pour la Ligue des droits de l'homme? Il y a eu un développement en fait, de l'observation qui s'est fait notamment au moment des Gilets jaunes. Et il y a plusieurs observatoires partout en France. La plupart des observateurs ont déjà vécu des violences en fait. Plusieurs observateurs, notamment de Toulouse, certains ont eu des côtes cassées, ont été hospitalisés, donc c'est extrêmement violent. Le droit européen en fait considère le fait d'observer, de pouvoir observer en fait le travail de la police et de pouvoir informer comme un des piliers de la démocratie et reconnaît 2 types d'observateurs, et ça c'est particulièrement important. Les observateurs reconnus, floqués, qui se manifestent en tant que tels et qui se mettent sur le côté de la manifestation et qui analysent la manifestation. Et ce sont des
des observateurs de droits de l'homme et un deuxième type d'observateurs qui sont ce qu'on appelle les observateurs citoyens. C'est le fait pour chaque personne qui est témoin d'une violence policière ou d'un comportement de l'État qui va réprimer la liberté d'expression ou la liberté de manifester, en fait, qui va réprimer une liberté, c'est le fait pour tout citoyen de pouvoir en fait témoigner de ce qu'il a vu pour justement permettre la réalité d'un fonctionnement démocratique. C'est extrêmement important parce que c'est aussi le fait que tout le monde participe à la société démocratique. C'est effectivement, la presse est en première ligne, mais on est tous garants de notre système démocratique. Si à un moment donné on n'est pas acteur, si on n'est pas pleinement conscient de ça, la démocratie elle ne vit pas. Et c'est à ce principe-là en fait que le gouvernement porte atteinte par le biais de cette loi. Et ce n'est pas pour rien que l'ONU, sur l'interpellation de la Ligue des droits de l'homme, a indiqué à la France que le positionnement qu'elle avait sur l'article 24 et sur la répression de la liberté d'expression était néfaste. Elle a aussi pris ce positionnement sur la question des drones en indiquant qu'il était complètement impossible d'assurer la garantie de la vie privée. Et il faut savoir aussi que l'Union européenne commence à prendre position. Donc le gouvernement ne va pas pouvoir tenir cette position, mais on voit que dans les faits, la police applique déjà ce type de comportement. Et c'est parfaitement scandaleux. Ce qui est très dangereux aussi, c'est que le gouvernement instrumentalise en fait la police et monte la police contre les citoyens, alors que, je tiens à le rappeler, normalement, la Déclaration des droits de l'homme nous dit que les forces de l'ordre sont nécessaires pour garantir les libertés dans un État démocratique. Elles sont là au bénéfice de tous et pas au bénéfice de ceux à qui elles ont été confiées. Que l'administration doit rendre des comptes. Et donc, ça veut dire que normalement, c'est la population qui, par le biais des élections et par le biais des lois, doit pouvoir contrôler la police. Parce que si ce n'est pas ça, ce sont les milices privées. Et ce qu'est en train de faire ce gouvernement, c'est qu'il est en train d'armer les agences de sécurité privées pour en faire des milices privées. Et il est en train de détruire le fondement même de notre système démocratique. C'est sous nos yeux, en ce moment, pendant l'état d'urgence, c'est un scandale. Jean-Marie, tu voulais intervenir là-dessus ? Oui, sur cette question ça rejoint la problématique du collectif et le fait et les victoires qui ont été obtenues par ce collectif. Une des premières victoires, ça a été de dire au ministère de l'Intérieur, on ne veut pas simplement être reçu en tant que syndicat des journalistes. L'ensemble des syndicats de journalistes représentant la profession étaient conviés et s'est uni. On veut aussi qu'il y ait des membres de la société civile, des associations, des ONG. La volonté de l'État était de sectoriser de façon à répondre à des questions professionnelles. Or, c'est bien une question démocratique dont il s'agit. Par exemple, à Beauvau a été reçu David Dufresne, les associations de victimes de la police des Gilets jaunes. Et quand ils sont face à ce type de problématique, on n'est plus dans le débat simplement de défense de la profession des journalistes. On est dans un débat qui est vraiment démocratique. Donc, première victoire, ça a été de le recevoir. Deuxième victoire, quand on est monté, le collectif est monté au niveau national, voire Darmanin, il a dit, l'échange, ça a été assez court parce que la première chose qui a été dit et qui est défendue par le collectif, c'est le retrait du projet de loi. Parce que ce n'est pas simplement l'article 24 dont il est question, c'est le projet de loi dans sa globalité. Et la deuxième victoire, et donc Darmanin est resté sur sa position, le collectif est sorti et il a considéré que Darmanin ne pouvait plus être l'interlocuteur. Il en a appelé au Premier ministre. Et l'info qui est tombée il y a peu de temps, c'est que le Premier ministre va recevoir le collectif. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la problématique est bien politique. Elle n'est pas de l'ordre de défense de la profession ou même de la question de la violence civile ou civique. Donc c'est un problème politique. Et Jean-Jacques, vous, à la LDH, vous avez des observateurs, vous oui, justement, je voulais revenir un peu là-dessus pour dire que au niveau du nouveau schéma d'intervention, eh bien, non seulement les journalistes sont visés s'ils restent dans la manifestation après l'ordre de dispersion, mais également les observateurs. Or, c'est justement au moment où la police estime qu'il va y avoir dispersion que un certain nombre de manifestants restent, et c'est là que se produisent souvent la plupart des violences.
Et si nous ne sommes pas là pour les documenter et les vérifier, eh bien justement, la police continuera à agir en toute impunité. Or, j'indique simplement qu'à Montpellier, nous avons effectivement créé une Legal Team qui était présente tous les samedis, et pas que nous, bien évidemment, mais en grande partie grâce à nos observations et aux rapports qu'on a pu documenter, à la fois sur le plan administratif et sur le plan judiciaire. Nous avons pu aider un certain nombre de personnes, à la fois qui ont été victimes de violences, pour pouvoir le documenter et déposer des plaintes avec elles en saisissant l'IGPN et ensuite le tribunal, mais en même temps, des personnes qui sont poursuivies au tribunal pour des violences ou outrage et rébellion, et grâce aux vidéos qui ont pu être tournées, effectivement, démontrer que ce n'était pas le cas et obtenir par leurs avocats des relax. Et simplement, par rapport à ce que disait tout à l'heure Sophie sur les violences concernant les observateurs, au-delà des violences, il y a également des poursuites, puisque à Montpellier, une des observatrices a été poursuivie 2 fois devant le tribunal, 2 fois elle a été relaxée, et il y a actuellement une 3e affaire, mais là, paradoxalement, et on le voit dans le film de David Dufresne, c'est un policier de la BAC qui l'insulte, et là, effectivement, ça a été un peu un parcours du combattant, mais on a réussi, malgré les obstacles du côté du parquet, au niveau de l'instruction, à faire renvoyer ce policier pour injure devant le tribunal, et le procès devrait avoir lieu en janvier prochain. Donc on attend en janvier pour voir un peu ce qui va se passer. Peut-être du côté Guy, par rapport à ce débat, donc c'est plus qu'un combat corporatiste, bien au-delà, c'est un débat de choix de société, un débat politique oui, bien sûr, sur la démocratie. Bon, je ne suis pas intervenu là-dessus parce que bon, ça allait de soi, la question des drones, etc., et des caméras embarquées, etc. C'est évidemment des questions qui nous inquiètent. Ce que je voulais juste signaler, c'était sur le rôle des observateurs et le travail des journalistes, alors observateurs ou citoyens qui filment, qui témoignent. Compte tenu du déroulement des manifestations, notamment en fin de manifestation, en général, c'est à ce moment-là qu'on observe des débordements, donc quel qu'il soit. Le rôle de ces observateurs-là, ce qu'ils filment, ce qu'ils disent, pour nous, c'est aussi une source d'information. C'est régulièrement pendant les manifestations des Gilets jaunes, j'étais au téléphone, Jean-Jacques ou d'autres, pour justement faire pas un bilan, mais faire un petit peu, parce qu'on ne peut pas être partout, parce que c'est compliqué, parce que le théâtre des opérations est très éclaté, donc même en tant que témoin, et puis pour raconter tout ce qui se passe, c'est très difficile. Et donc ce que je voulais dire, c'est que ce travail-là et le travail d'information s'interpénètrent et se nourrit. Et c'est difficile dans ce cadre-là de faire la part parfois d'essayer de faire un tri entre d'un côté des journalistes et puis de l'autre des gens qui seraient témoins des manifestations. Je pense que, je ne sais pas si je suis très clair, mais aujourd'hui, quand il y a des images, très vite elles sont diffusées, elles viennent nourrir forcément la narration, le récit des faits, forcément aujourd'hui. Qui nous avons un délai plus long, puisque souvent, on travaille pour la presse écrite, donc on a un délai qui est plus long, mais en tout cas, c'est une source d'information aussi. Et l'interdire, ça pourrait tarir aussi, affaiblir, en tout cas, appauvrir le récit des faits qu'on peut faire le lendemain, ou en presse écrite, il y a toujours un décalage. Sophie, tu voulais revenir là-dessus sur les observateurs ? Juste, je pensais, le premier cas qui a été documenté sur les Legal Team, c'était une manifestation en avril 2018, où il y a une quarantaine de jeunes qui se sont fait interpeller 2 heures après une manifestation où il y avait eu des dégâts en centre-ville de Montpellier, et où, en fait, dans le cadre de la Legal Team, on a été les seuls à être en capacité de donner le nombre de blessés, de documenter le nombre d'interpellés, de récolter des témoignages sur tout ce qui s'était passé. Sur les 40 interpellés qui sont restés 48 heures en garde à vue, dont
des personnes qui étaient à 7 ou 8 par cellule de 4 mètres carrés, des gens qui n'ont pas pu voir d'avocat, qui n'ont pas pu voir de médecin alors que certains ont vomi toute la nuit du sang. C'était quand même assez impressionnant de voir comment ça s'était passé. Le seul contrepoint à la parole gouvernementale qui était « nous avons arrêté des délinquants », ça a été l'observatoire qui a été en capacité de documenter de manière sérieuse l'ensemble des cas avec des attestations en forme juridique, ce qui a permis, et de filmer aussi, parce qu'on a eu des bus qui sont venus nasser, des jeunes, etc. Donc on a été les seuls à être en capacité de donner un contrepoint aux journalistes qui soit suffisamment étayé pour remettre en question la parole du gouvernement qui était en train de mentir sur les faits. Et ça, c'était déjà en 2018. Donc, en fait, malheureusement, peut-être qu'aujourd'hui, dans la forme de gouvernement que nous avons, il manque quand même une certaine intégrité de la parole publique de la part de nos gouvernants. Et ce qui est en train d'être mis sous le tapis, c'est la capacité en fait, de la population d'apporter la preuve de ce qu'effectivement, en fait, il y a des mensonges qui sont commis par les gouvernants dans la manière parfois dont ils agissent dans le cadre de la répression policière. Répression policière qui s'abat en général sur des opposants politiques, il faut le dire, parce que les jeunes qui ont été arrêtés étaient essentiellement des manifestants qui avaient été pacifiques, mais qui s'étaient retrouvés dans une manifestation où il y avait eu de la casse, et donc il faut trouver un coupable, quel qu'il soit, et donc on fabrique un coupable en interpellant des gens qui gênent, on va dire, dans le paysage. Et c'est extrêmement inquiétant de voir qu'aujourd'hui, en France, on en est là, c'est-à-dire que soit il y a une impuissance au niveau de la capacité peut-être d'enquête, soit il y a une instrumentalisation, mais plutôt que de regarder le problème, finalement, on interpelle et on tente en fait de mettre sous coupe, on va dire, ceux qui dénoncent la problématique. C'est assez inquiétant. Oui, Jean-Marie, après on viendra sur une loi qui est à côté de la loi sécurité globale, qui est la LPR, qui aussi remet une couche là-dessus. Jean-Marie, juste avant qu'on passe dessus. Oui, je crois. Pour rappeler quand même que par rapport à ce projet qui transparaît bien dans le livre blanc, ce qu'il faut ressortir, c'est l'invisibilité. C'est-à-dire que là, on est en train de discuter et l'opinion publique est en train de se focaliser sur un scénario. Mais la problématique est invisible au grand public. Juste pour rappeler, et c'est vrai aussi pour les policiers, je veux dire, moi hier on m'a appelé pour faire un débat à Marseille, pareil, pour m'opposer à un syndicat de police, j'ai refusé. Parce que la question, c'est pas d'opposer un syndicat de journalistes à un syndicat de police. J'ai bien conscience que le policier est lui-même dans une problématique où il a des contraintes qui lui sont imposées. Et ça, on l'a bien vu au niveau du mouvement des Gilets jaunes. David Dufresne, d'ailleurs, le fait ressortir dans son livre. Les chaînes de commandement de la police, dans le cadre des manifestations, ont été complètement bouleversées. C'est-à-dire qu'habituellement, c'est le commissariat qui donne les ordres. Là, ça partait de Place Beauvau. Et les flics, ils étaient paumés. Et on est dans une logique complètement... ce qu'il y a dans le livre blanc qui associe les agents de sécurité, la police municipale, la gendarmerie, la police judiciaire, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre un grand ensemble. Et Hannah Arendt, d'ailleurs, le dit très bien quand elle analyse la question du totalitarisme. Elle dit un des indicateurs du totalitarisme, c'est justement le groupement de la sphère privée avec la sphère d'État. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que plus personne ne sait, c'est très difficile d'avoir une information. Et ça, c'est un système. Et il ne faut pas se focaliser simplement sur les points qu'on veut nous donner. Dans le texte, par exemple, si le diable est dans les détails, mais quand, dans le texte, il propose à la police de pouvoir user des images qui sont soit prises par les drones, soit par leurs caméras, en tant que communication, ça veut dire quoi concrètement par rapport à notre métier, nous, de journalistes? Ça veut dire que les informations qui vont être captées par la police vont être envoyées directement aux chaînes de télé en continu et qui vont scénariser ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que nous, en tant que journalistes indépendants, ça nous échappe et qu'on a un scénario au niveau des masses d'opinion qui est complètement maîtrisé, notamment par la police. Il faut rappeler que le texte de la sécurité globale a été rédigé par un ancien mec du RAID et qui passe comme une lettre à la poste quasiment pour le moment.
Mais on va voir que ce ne sera pas si simple que ça. Donc c'est un peu les reportages de guerre, la guerre en Irak en 91, où les images étaient données directement par l'armée américaine. Alors, c'est pas pour rien 2018, l'année où vous avez commencé à créer la Legal Team sur Montpellier, parce que c'est en lien aussi avec les violences qui ont été subies par les étudiants qui occupaient l'université de Montpellier de droit, avec donc un groupe d'extrême droite appelé par la direction de la fac de droit à ce moment-là pour virer les étudiants. Et on voit qu'il y a la loi sécurité globale, mais il y a aussi la LPR, où dedans il y a un article, et donc on pourra en parler un petit peu, Jean-Jacques, peut-être l'article dans la LPR, qui n'est pas dans la loi sécurité globale, mais où on retrouve le livre blanc de sécurité intérieure, où on retrouve les milices privées, enfin les groupes privés de sécurité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu ? Oui, en fait, dans la LPR, il y a effectivement un article assez flou qui prévoit un délit en cas de trouble à la tranquillité ou au bon ordre de l'établissement universitaire. En fait, par rapport à ce que tu disais à l'instant, Boris, si effectivement à la fac de droit, il y avait une réunion au départ tout à fait prévue, officielle, etc. Ensuite, les étudiants ont décidé, pour des raisons qu'on comprend à l'époque, d'occuper cet amphithéâtre. Le doyen a réagi et a fait venir effectivement cette milice d'extrême droite, je dirais juste un petit mot après là-dessus. Si on avait cette loi, eh bien, comme en plus il y avait beaucoup d'étudiants, donc c'était une action en réunion, eh bien actuellement, avec cette LPR, si elle passe, c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende lorsque c'est fait en réunion. Et sinon, le simple fait de troubler, soi-disant, la tranquillité, ce qui est très flou, c'est déjà 1 an et 15 000 €. Et je dirais que par rapport à la fac de droit, ça s'est passé donc le 22 mars 2018, nous sommes en novembre 2020, et donc il a fallu 2 ans et demi, quand même au bout de 2 ans et demi, grâce à l'opiniâtreté des partis civils, eh bien, le doyen de la fac et l'universitaire maître de recherche qui était à l'origine également de la venue de ce commando ont fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel pour violence. Le procès n'est pas encore fixé, mais il va enfin avoir lieu. Mais voyez le temps que ça a dû prendre. Ouais, effectivement, ça prend du temps. Sophie, toi qui as suivi pas mal l'affaire. Oui, en fait, c'est pour faire le lien justement avec la loi LPR qui a été votée. C'est que, donc, il y a ce délit qui est créé, mais ce dont il faut se rappeler, c'est que actuellement, ce ne sont plus des yatos ou des personnels administratifs qui sont là pour assurer, on va dire, la sécurité éventuellement dans un bâtiment universitaire. Ce sont des agences de sécurité privées. Ça veut dire que, clairement, nos gamins, lorsqu'ils vont aller faire des études, s'ils vont faire des études universitaires ou dans n'importe quelle école, vont se retrouver face à des personnes qui vont être armées de flashballs et de tasers. Alors, je veux bien qu'il faut qu'ils soient une génération sage parce que la vie est dure, que c'est la crise, que c'est l'urgence climatique et que maintenant, il va falloir qu'ils... Enfin, ils ont le droit aussi de manifester sans se dire qu'ils vont se faire éborgner parce qu'ils ont manifesté devant leur université. Si ce n'est pas l'université, l'universalisme, l'endroit en fait où on peut discuter, échanger, former son esprit, frotter son esprit à celui des autres pour finalement se dire que les idées qu'on a, c'était peut-être pas les bonnes, échanger, évoluer. Si c'est pas là que nos enfants apprennent la vie démocratique, la liberté de manifester, la liberté d'expression, je sais pas où ils l'apprendront. Et c'est pas avec des gens armés de flashballs et de tasers devant eux pour les contrôler qu'ils pourront apprendre la démocratie. Donc ça s'apprend à tous les moments, ça s'apprend aussi au lycée, mais ça s'apprend aussi à l'université. Et cet amendement, cet article qui est passé est inique. En fait, c'est scandaleux. Et comment est-ce qu'on va qualifier la tranquillité ? La tranquillité, normalement, c'est une des composantes de l'ordre public. Ça ne fait pas partie, en fait, du droit pénal. C'est du droit administratif, c'est-à-dire lorsqu'on trouble la tranquillité publique, un gardien de la paix vient vous dire « Écoutez, vous troublez la tranquillité publique ». Mais il n'y a pas de sanction pénale sur la tranquillité publique. C'est un non-sens juridique. Et là encore, il compte sur quoi ? Peut-être que ça ne soit pas transmis au Conseil constitutionnel. Il va falloir donc faire des procès. Et on est en train de basculer en fait, dans une société de judiciarisation où alors, on préférerait
Alors vraiment, une société de réflexion. Il est incroyable qu'aucun des députés qui ait voté cette loi n'ait pris le temps de réfléchir à ces éléments. Comment se fait-il? L'article 24, c'est un article qui va poser 1 an de prison. Actuellement, c'est puni de 5 ans de prison. Le cyberharcèlement, c'est puni de 5 ans de prison. L'incitation à la commission de crime ou délit, c'est puni de 5 ans de prison. Les menaces de mort, c'est puni de 5 ans de prison. Pourquoi? Si on nous dit que c'est si grave actuellement ce qui se passe, pourquoi en fait la politique pénale ne répond pas déjà avec l'arsenal existant aux problématiques existantes? Le Conseil d'État, et c'est pas malheureusement c'est pas vieux, en 1990 parlait déjà de logorrhée législative. En fait, on fait des lois, pour faire de la politique d'affichage. Nous, on veut des lois pour pouvoir vivre ensemble dans ce pays, pour vivre dignement, pour vivre humainement, pour vivre ensemble, pas sous la surveillance de drones. Et donc, on demande aux députés de faire leur travail, et les sénateurs également. Alors justement, les drones, la biométrie, la reconnaissance faciale, on commence à être un petit peu habitué avec l'épidémie de Covid et le confinement, notamment le premier confinement. On a une petite vidéo à vous montrer sur un reportage de France 3 dans la Nièvre, des drones et de leur utilisation pendant la pandémie de Covid. On va voir que c'est assez surprenant. On dirait du Robocop. Tous les déplacements hors du domicile sont interdits sauf dérogation. Veuillez respecter des distances d'au moins 1 mètre entre chaque personne. Respectez les mesures barrières. Au-dessus du marché de Cosne-sur-Loire, le message se répète. Un drone muni d'une enceinte diffuse les consignes de prévention. Une présence bien acceptée par les clients ce matin. C'est surtout d'entendre de ce qu'ils nous disent, parce que si on nous rabâche pas les oreilles avec ça, il y a un moment donné, ça ne sera pas appliqué. C'est très bien, oui. Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne respectent pas les consignes. Je trouve que les gens sont quand même relativement indisciplinés, donc je trouve que les contrôles et le drone, c'est très très bien. Aux commandes de l'engin des gendarmes, en période de confinement, le drone est un outil utile en complément des contrôles d'attestation. C'est efficace quand vous êtes sur une place où on a un petit peu de personnes qui doivent converger, à l'entrée d'un supermarché par exemple. Donc là oui, c'est efficace parce qu'il permet inlassablement de rappeler les mêmes consignes. Un peu plus tard, à Pouilly-sur-Loire, nouvelle mission pour les pilotes. Cette fois, pas de message, mais un survol des environs pour vérifier que l'isolement est respecté. Si on repérait par exemple des gens qui se promènent sur le bord de Loire, on aura envoyé une équipe là-bas, les contrôler et les inviter à rentrer chez eux. Prévention et surveillance pour faire en sorte que chacun reste chez soi au maximum le temps de l'épidémie. Ceux qui ne respectent pas les consignes s'exposent à une amende de 135 €. Dans la Nièvre, près de 170 personnes ont été verbalisées par les gendarmes depuis le début du confinement. Donc, là, on est un peu... C'est un peu la grenouille dans l'eau tiède, finalement. Les gens sont presque habitués à avoir des drones. Il ne manque plus qu'à les mettre en place. Il y a du boulot pour le collectif, du coup, pour essayer de faire comprendre le danger de ça. Après, on a quelques questions des auditeurs. Mais oui, c'est l'histoire de drone, alors. Oui, c'est marrant. Je vais vous dire... j'ai presque failli dire, mais c'est bizarre, cette dame a dit ça, mais elle n'est pas très disciplinée parce qu'elle n'a pas de masque. Oui, excusez-moi, à ce moment-là, le gouvernement avait oublié d'en avoir. Autant pour moi. C'est peut-être parce que s'ils faisaient leur travail, en fait, on ne serait peut-être pas obligé de payer des drones, hein, parce que 650 drones, c'est 3,8 millions sur 2 ans, avec toute la technologie qui va avec. Et je rappelle que l'ensemble des matériaux qui sont pris là-dedans sont des métaux rares. Et on va penser donc aux enfants qui vont aller creuser dans la République démocratique du Congo des trous pour aller chercher les minéraux spéciaux parce qu'on n'a pas voulu avoir de masque en temps et en heure. Écoutez, c'est magnifique. Moi, je ne sais pas, quand on a des choses à appliquer dans la vie, en fait, l'idée, c'est d'aller vers l'autonomie. Quand vous avez un enfant et qu'il est petit, vous lui expliquez les choses, et puis il n'écoute pas tout de suite, et puis il gagne en autonomie. Et un jour, en fait, il est autonome et il arrive à faire les choses seul. Alors, c'est vrai qu'au début, expliquer aux gens qu'on va limiter toute leur liberté parce que le gouvernement a fait n'importe quoi, bon, ben, ça passe pas tout de suite très bien. Alors voilà, c'est avec l'autonomie, avec le temps, on apprend qu'on est obligé quand même de le faire parce qu'on ne va pas récupérer le truc tout de suite. Mais c'est un peu hallucinant de voir Alors c'est peut-être parce que les gens aussi en étant enfermés, c'est pas facile, ça joue sur le moral. Mais c'est vrai qu'il faut prendre un petit peu de recul, faire un pas de côté et réfléchir. Est-ce qu'on veut vivre comme ça tout le temps, fliqué sous des drones ou pas? Juste 2 questions à vous poser. Donc la première. Alors une question, est-ce que toutes ces dérives sont possibles parce que l'état d'urgence est passé dans les lois, dans la loi?
Oui, alors la deuxième, tout de suite. Est-ce qu'on ne peut faire aucun recours devant le Conseil constitutionnel face à cette régression des libertés fondamentales? Juste par rapport à... Sophie répondra à la première. Pour la seconde, simplement, effectivement, d'ailleurs, le Premier ministre lui-même a indiqué qu'il allait saisir le Conseil constitutionnel. Mais évidemment, uniquement sur l'article 24, pour voir s'il est conforme. Or, nous, ce que nous voulons, c'est toute la loi qu'elle disparaisse. Et par conséquent, nous allons faire ce qu'on appelle une porte étroite. C'est-à-dire on va pouvoir saisir à notre tour le Conseil constitutionnel pour la totalité de la loi. Et effectivement, nous estimons que, d'ores et déjà, la façon dont cette proposition de loi est en train de passer est tout à fait contraire aux principes constitutionnels, et notamment au bloc de constitutionnalité, qui est la base sur laquelle notre République est fondée actuellement en droit. Par conséquent, outre donc cette anticonstitutionnalité, il y a également la possibilité de saisir le Comité des droits de l'homme de l'ONU pour faire sanctionner la France pour justement non-respect des droits de l'homme, ce qui est assez paradoxal de la France qui se targue d'être la patrie des droits de l'homme, mais comme disait justement Robert Badinter, c'est la patrie de la proclamation des droits de l'homme. Pour la deuxième question, Sophie, peut-être Alors, en janvier 2016, on a fait un collectif uni pour la défense de nos libertés et qui remarquait déjà en fait que les lois d'état d'urgence s'inscrivaient dans une montée de l'autoritarisme de l'État. Malheureusement, les lois qui ont été établies lors de l'état d'urgence sont entrées dans le droit commun. Alors, est-ce que ce que nous vivons actuellement, c'est la conséquence? Non, en fait, ça fait partie du même processus, c'est-à-dire qu'on profite de l'état d'urgence mis en place à l'époque, l'état d'urgence terroriste, aujourd'hui, l'état d'urgence sanitaire, pour faire passer des lois extrêmement liberticides, parce que les gens ne peuvent pas réagir, parce que justement, il y a l'état d'urgence. Donc, c'est une manière de fonctionner qui est particulièrement grave, parce qu'elle est totalement antidémocratique. Pourquoi on en arrive là, et pourquoi on en arrive à une société de surveillance? Je ne sais pas, j'ai 44 ans, ça fait 30 ans en fait que les constats, on les fait sur l'éducation, sur l'habitat, il y a énormément de constats qui sont faits depuis 30 ans, en tout cas, autant que je me souvienne. Et puis les solutions, on les préconise, on ne les fait jamais. Donc effectivement, au bout d'un moment, il y a des choses qui craquent. Et on ne peut pas... Enfin, moi, ce qui me surprend, j'ai un tout petit peu de mémoire, j'ai un petit peu fait d'histoire à l'école. Moi, j'ai l'impression que je vais vivre en RDA. Je veux dire, j'ai l'impression qu'on va surveiller toute la population. Et sauf qu'en RDA, au bout d'un moment, les gens, ils se sont révoltés. Ils se sont révoltés. Parce qu'on ne peut pas vivre enfermé à ciel ouvert. Je ne veux pas vivre enfermé à ciel ouvert. Et c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Il y en a d'autres qui ont déjà essayé. À terme, ça ne fonctionne pas. Et l'histoire nous apprend que ce type de régime autoritaire ne tienne pas. Plutôt que d'en arriver jusque-là, je pense qu'il faudrait que les élus de la nation, les élus, sénateurs, les députés prennent conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Donc il y a une mobilisation qui est en cours contre cette loi. Au niveau des journalistes, au niveau par exemple des syndicats, du collectif des journalistes, quelles sont les prochaines étapes? On parlera des prochaines étapes du collectif et du mouvement beaucoup plus large de la société et autres. On quelles travaille sont les prochaines tous étapes ensemble sur les rassemblements. Donc, c'est vrai que je vais peut-être passer le micro parce que moi j'ai plutôt ce qui va se passer dans le Gard. Donc je sais que bon, chez nous, jeudi, il y a déjà un rassemblement de journalistes qui se retrouvent devant la préfecture. Et puis samedi, il y a une manif qui est initiée par la Ligue des droits de l'homme. Voilà, donc c'est la première manif à Nîmes, parce que c'est vrai que ça s'est fait très très vite, cette mobilisation, cette grande mobilisation-là. C'est vrai que tous les syndicats étaient mobilisés sur le schéma national, etc., depuis des mois, mais pour qu'on arrive à convaincre un peu tous les collègues, notamment dans la presse, ça s'est fait un petit peu au dernier moment. Et là, ça commence à accrocher, quoi. Donc les gens là, ont compris ce qui allait se passer. Moi, je voulais juste témoigner de mon ressenti la semaine dernière, parce qu'une de mes collègues qui est aussi au SNJ, qui s'appelle Julie, et que vous connaissez bien, elle m'appelle, elle me dit « Mais Cathy, dans la nuit, l'article 24 est passé. » J'étais effondrée, quoi. Je me suis dit « Mais ils sont fous, quoi. »
J'ai dit, mais en plus, on est des guignols, quoi, par rapport aux autres démocraties, ne plus pouvoir prendre des images des policiers. Enfin, on peut les prendre, mais après, il y a tellement de risques, on va peut-être les flouter. J'ai jamais vu ça ailleurs, quoi. Je me suis dit, mais dans quel monde? Là, ça c'était vraiment... Et mes collègues, là, pour l'instant, les journalistes, ça commence à se mobiliser sur tous ensemble. Voilà. Donc moi, je peux parler du Gard, et Guy peut-être va pouvoir parler de ce qui se passe. Oui, puis après on parlera du collectif. Guy, oui. Ouais, non, mais rapidement, mais pas forcément que dans l'Hérault. Globalement, dans les rédactions, il y a... moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de journalistes samedi dernier dans la manifestation. Ça m'a frappé, ça m'a un petit peu désolé. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème d'information en interne, pas seulement qu'à Midi Libre. Non, ça commence à bouger. Il y a eu une tribune des directeurs de rédaction qui est parue ce week-end dans Le Monde, qui a été largement relayée dans beaucoup de journaux. Il y a eu cette semaine un courrier à des syndicats d'employeurs des journalistes. Donc on est toujours sur l'article 24, hein, c'est pas plus large. Et qui demande justement au gouvernement, qui saisit Jean Castex et lui demande de faire marche arrière. Donc peu à peu quand même, c'est en train de... Il y a... À défaut d'une mobilisation, qu'on voit pas forcément, que je n'ai pas vu samedi et que j'espère voir plus samedi prochain, il y a une prise de conscience, en tout cas, et une volonté de faire modifier les choses. C'est déjà encourageant. Jean-Marie, tu voulais peut-être... Oui, pour le SNJ-CGT, qui est vraiment le fer de lance de cette mobilisation, notamment à Paris. Je crois que les deux axes qu'on a réfléchi, c'est d'une part élargir le plus possible le mouvement et pas se mettre devant, et d'autre part travailler sur le scénario. C'est-à-dire que le scénario, par exemple le reportage qu'on vient de voir, où on voit un drone et ensuite des gens qui disent oui c'est bien, finalement il y a des gens qui ne sont pas sérieux, il faut faire respecter. Ça ne dit pas que le Conseil d'État a interdit l'utilisation des drones pendant les manifestations, que le gouvernement est passé outre et qu'il les a utilisés. Ça ne dit pas le scénario en fait, de la peur qui est en train d'être instauré. Ce que dit Macron hier, on a peur tous du coronavirus et maintenant l'État nous protège. Mais quel rapport nous avons aujourd'hui à l'État et comment il nous protège? L'invisibilité des choses qui sont dites. Macron qui dit, là je prends par exemple la question des commerçants, il dit 20% si c'est plus de 10 000 euros, ou bien alors 20% du chiffre d'affaires. Mais il ne dit pas qu'il y a 80% du chiffre d'affaires. Comment ils font les commerçants qui perdent 80% du chiffre d'affaires? C'est toute cette invisibilité. Pour reconstruire un esprit critique de l'ensemble des citoyens, il faut apporter des éléments et il faut changer de scénario. Et c'est sur quoi nous travaillons. Changer de scénario, ça passe par la mobilisation large qu'essaye de construire, et ça commence à réussir, avec un collectif qui est très divers et qui a une date en perspective. Donc Sophie ? Alors, juste avant de parler de ça, je voudrais dire quand même qu'il y a effectivement, peut-être que tu n'as pas vu autant de confrères que tu aurais souhaité, mais il y a quand même de la presse qui s'est mobilisée. Et justement, la presse web, les nouveaux médias web qui ont été sur le terrain depuis le début, et enfin voilà, je pense au Doc, Rapport de Force, La Mule du Pape, ils étaient quand même très présents. Et je souligne quand même la Marseillaise, je dois le dire, qui a publié la dernière page en fait de son édition avec une attestation pour aller manifester. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que le gouvernement n'a pas mis sur son attestation. Il a oublié. Voilà. C'est complètement déloyal, puisque en fait les gens ont pensé qu'ils ne pouvaient pas manifester parce qu'il n'y avait pas la case. Et nous avons été obligés de faire un premier recours, il me semble avec la CGT, pour rétablir le droit de manifester, puisqu'on est sur un régime de déclaration et non pas d'autorisation. Et donc ça, on l'a fait en juillet. Et il a fallu qu'on fasse un deuxième recours au mois d'octobre pour avoir le droit de faire nos propres attestations, puisque le gouvernement avait une pratique totalement déloyale et violait directement la liberté de manifester, puisqu'il n'indiquait pas qu'on avait le droit de le faire. Donc en fait, c'est quand même particulièrement grave. Et certains médias, je trouvais, et voilà, la Marseillaise s'est vraiment engagée sur le terrain des libertés publiques.
L'humanité aussi, parce que je crois qu'au niveau de la direction, c'était un petit peu compliqué pour passer l'attestation. Ils ont appuyé sur la liberté de manifester, et c'est important de le dire, parce que cette presse qui s'engage, qui n'ira jamais relayer les images qui seront filmées par la police, cette presse qui essaye de faire son travail au mieux, au plus près en fait du terrain, en essayant d'être à la hauteur de l'ensemble des principes qui guident notre démocratie, si on ne l'achète pas, elle meurt. Donc en fait, à un moment donné, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Il faut prendre le temps d'aller acheter des journaux. Il faut prendre le temps de contribuer à la presse parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il y en a qui crèvent de faim. On a des journalistes qui nous ramènent de l'information de terrain et ces gens-là sont à 400 balles par mois. Donc en fait, si on veut vraiment pouvoir se faire une opinion, il faut lire normalement 2 sources d'informations différentes pour pouvoir essayer de se faire son opinion. Et pour ça, il faut avoir de la presse libre, indépendante. Et ça, c'est comme tout, ça a un coût, donc il faut quand même essayer de contribuer. Sur le mouvement que nous essayons de... oui, parce que s'il y a une attestation pour manifester, c'est qu'il y a peut-être des choses à faire. C'est qu'il y a des manifestations. Alors, nous manifestons ce samedi à 11h sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Il y a près de 40 organisations dans ce collectif. Alors, c'est extrêmement large. Il y a des organisations, on va dire, sur les droits de l'homme, dont je fais partie de la Ligue des droits de l'homme, bien sûr, de l'Hérault, mais il y a ANV COP21, il y a Greenpeace, il y a des partis politiques, il y a Ensemble NPA, il y a la CNT, il y a l'UCL, mais il y a aussi la CIMAD, il y a RESF, il y a Extinction Rebellion, la Carmagnole. Le Club de la Presse. Le Club de la Presse. Il y a vraiment un panel extrêmement large. Il y a BDS, il y a la ZAD du Lien, il y a énormément de personnes, donc on va essayer de les citer tous. Voilà, on est très nombreux, parce qu'on sent tous, en fait, c'est notre système démocratique qui est atteint. Et on part du parvis de l'Hôtel de Ville pour interpeller quand même, puisque le continuum de sécurité, c'est cette chaîne qui va aller de la justice à la police nationale, à la police municipale et aux agences de sécurité privées. La Cour des comptes a fait un rapport sur la police municipale qui est axé sur la question de la sécurité, du continuum de sécurité, avec notamment un retour de la ville de Toulouse qui commente, etc. Et on voit qu'au niveau des collectivités locales et surtout des municipalités, les pouvoirs de police et la manière dont ils vont s'imbriquer avec la police nationale et les agences de sécurité privée, la police municipale va être déterminante. Et donc, il nous apparaît extrêmement important de porter cette question au plus près, là où on vit, auprès de notre mairie, d'aller solliciter la position, en fait, aussi de la personne qui est en charge de la police municipale à Montpellier, c'est monsieur le maire, et de voir avec lui ce qu'il envisage et son positionnement politique. Quel est son positionnement politique? Il y avait un positionnement politique sur les caméras de vidéosurveillance. Je ne suis pas sûre d'avoir compris qu'il soit passé outre ses engagements de campagne concernant les caméras, mais c'est la section de Montpellier qui va l'interpeller sur ce point. Nous, on y sera. Samedi matin, on invite tout le monde à nous rejoindre. La manifestation, elle a été très bonne enfant. Pourquoi? Parce que on va la gagner, cette lutte. On va la gagner parce qu'on va la mener collectivement, on va être tous ensemble, et on va la gagner parce qu'il est hors de question qu'on vive enfermé à ciel ouvert. On lâche rien, effectivement. Donc merci beaucoup. Donc ainsi se termine cette émission sur la loi sécurité globale. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus nous présenter cette loi unique et cette lueur d'espoir, cette luciole, puisqu'effectivement on va gagner, puisqu'à la fin c'est nous qu'on gagne, comme on dit. Donc rendez-vous samedi à 11h au parvis de l'Hôtel de Ville pour mettre un coup de pied à cette loi et en finir avec la loi sécurité globale. Je rappelle juste que demain sur cette chaîne il y a aussi une initiative sur la guerre d'Espagne autour du livre de Patrick Fornos, qu'on connaît bien aussi au collectif sur la loi sécurité globale. Donc ça sera à 20h30, n'hésitez pas à vous connecter. Merci beaucoup encore d'être venu ce soir à la Carmagnole et à très bientôt. Bonne soirée.